Bonjour à tous, je suis Émilie, la fondatrice de My Job Blesses et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série de webinaires à la découverte de l'armée de terre. Alors pour ce dernier épisode, juste avant les vacances, qui terminera l'année en beauté, on aura le plaisir d'accueillir l'adjudant-chef Hélène, qui est mécanicienne et chef militaire. Vous allez en apprendre plein sur son parcours et découvrir d'un peu plus près l'armée de terre. Alors, je vous invite à me dire bonjour, comme Aurélia qui vient de se lancer. Hello Serena, hello Caroline, hello Alicia. Et j'ai que des filles, mais c'est génial, super. Vous avez vu, on a une invitée et j'imagine que ça vous a donné envie. Encore une fille, Léa, mais c'est génial. Écoutez, ravie de vous avoir nombreux avec nous ce soir encore. Et j'espère que vous allez bien et que vous avez hâte de découvrir tout le parcours de notre invitée. Alors, je vous rappelle un petit peu comment ça fonctionne, même si certains sont peut-être là pas pour la première fois et donc du coup, vous connaissez déjà notre principe. En fait, pendant les 30 premières minutes, c'est moi qui vais avoir la chance de poser des questions à notre invité, de dérouler un petit peu son parcours jusqu'à maintenant. Et dans la deuxième partie de ce webinaire, c'est vous qui allez poser toutes vos questions. Comment ça marche? Vous voyez que juste à côté de l'onglet chat, il y a un onglet questions. C'est à cet endroit qu'il faut que vous posiez votre question en me donnant un petit peu d'éléments et en me donnant votre prénom, votre âge, les études que vous suivez si vous êtes encore en études ou si vous avez déjà un premier emploi, nous dire où vous travaillez. Suivi de la question de façon à ce que je puisse la contextualiser le mieux possible pour l'adjudant-chef Hélène qui pourra y répondre. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on est bon? Super, on va se lancer. Alors, j'invite notre invité à me rejoindre. Et dans quelques instants, nous serons deux. Merci Alicia. Alors, l'adjudant-chef Hélène va venir me retrouver pour vous parler de son parcours. Alors, petit souci technique, en attendant que l'adjudant-chef me rejoigne, est-ce que vous voulez bien me dire dans le chat si c'est votre première fois avec nous ce soir, si certains sont des habitués de nos webinaires à la découverte de l'armée terre, preneuse d'en apprendre un petit peu plus sur vous. Troisième fois pour Alicia, super, une vraie fan. Alicia, tu réfléchis à t'engager dans l'armée terre, c'est ça? Première fois pour certains, et Alicia nous dit tout à fait, c'est génial. Deuxième fois pour Maïna. Bonjour Hélène. Est-ce que vous Bonsoir. Ouais, je vous entends super bien. Génial. Eh bien, on est ravis de vous avoir avec nous, Hélène, pour ce webinaire à la découverte de votre métier, de votre parcours. On a une petite tradition dans ce webinaire. Oula, petit souci de son. On a une tradition dans ce webinaire, Hélène, c'est qu'on commence par ce qu'on appelle la carte d'identité de notre invité. Donc, je vais vous proposer une série de questions-réponses un peu rapides pour en apprendre un petit peu plus sur vous. Ça marche, je vous écoute. Hélène, quel est votre grade? Alors moi, je suis adjudant-chef. Est-ce que vous pouvez me permettre de vous demander votre âge? J'ai 40 ans. Et vous êtes dans l'armée terre depuis quelle année? Depuis 2003, ça fait 22 ans. Waouh, c'est joli. S'il y avait un seul meilleur souvenir à retenir de cette longue carrière de 22 ans au sein de l'armée terre, vous diriez quoi? Les voyages? Les voyages? Vous avez beaucoup voyagé? J'ai eu l'opportunité de bouger un certain nombre de fois. Ouais. J'avoue que c'est plutôt sympa. Parfait, vous nous en direz sans doute un petit peu plus tout à l'heure. Un moment particulièrement challengeant, plus difficile, qui vous a marqué un petit peu? Oui, cumuler les examens militaires avec la vie professionnelle, avec le premier métier, donc de chef d'atelier à l'époque, et ma vie personnelle où j'étais une jeune maman de 2 petites jumelles. Parce qu'en effet, dans l'armée terre, on progresse et on est formé en continu. Et donc, du coup, vous avez eu l'occasion dans votre carrière, on en parlera tout à l'heure, de reprendre des études et de passer des concours qui demandent de beaucoup travailler et de beaucoup préparer.
Exactement, c'est tout à fait ça. Parfait. Comment vous en êtes arrivé à l'armée de terre? Est-ce que vous aviez des parents militaires? Est-ce que vous vouliez d'abord être mécanicienne et puis l'armée, c'est arrivé plus tard? Est-ce que vous vouliez être dans l'armée? Et c'est quoi le cheminement d'une jeune femme, j'imagine, pour se lancer dans votre parcours? Ça a commencé tout simplement avec un forum des métiers, comme il en existe, je pense, encore maintenant pour nos jeunes collégiens, pour nos jeunes lycéens. Et j'ai fait la connaissance d'un aviateur qui faisait partie de la patrouille de France. Et il m'a fait rêver avec son métier de militaire. Je devais avoir 14 ou 15 ans. Et je me suis dit, ouais, ça, c'est vraiment pour moi, c'est ce que je veux faire de ma vie. Alors, vous aviez rencontré un aviateur, pourtant, vous avez choisi l'armée de terre et pas l'armée de l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, les concours en fait. Pour entrer dans certaines écoles, vous avez des concours avec donc des tranches d'âge. Donc moi, du haut de mes 16 ans et quelques mois, j'ai présenté un concours. Malheureusement, ça arrive à tous, j'ai échoué. J'avais devant moi des candidats de 18 ans, des Ah oui, candidats en terminale, quand moi j'étais en seconde. Et au CIRFA, j'ai rencontré un adjudant-chef, déjà à l'époque, avec qui j'ai bien sympathisé et qui m'a proposé de faire des petites préparations. alors, je suis désolée, Hélène, chez moi, ça a coupé. Je ne suis pas sûre qu'on ait entendu la fin. Du coup, vous l'avez rencontré et il vous a proposé De faire des préparations militaires. Génial! Donc, vous avez fait des préparations militaires qui vous ont permis de porter le treillis, de tester un petit peu avant de vous lancer. Et puis après, vous vous êtes engagé pleinement dans l'armée de terre, c'est ça? Exactement. Super. Eh bien, Donc voilà, c'est ça. merci pour cette première partie, du coup, qui était la carte d'identité de l'invité. Là, maintenant, on va rentrer justement à partir du moment où vous rentrez dans l'armée de terre. Vous rentrez dans l'armée de terre pour faire quoi? Comment ça se passe? Alors, quand je rentre dans l'armée de terre, je suis titulaire du bac parce que c'était la condition à l'époque pour rejoindre l'École nationale des sous-officiers d'active à Saint-Mexan. Là, j'apprends le métier vraiment de militaire, pas de mécanicien, pendant 8 mois, 9 mois. À l'issue de cette école, vous sortez avec un classement, vous choisissez votre régiment et vous partez dans votre spécialité. Moi, j'avais signé pour mécanicien, donc j'ai rejoint mon régiment et peu de temps après, je partais en école d'application, comme on appelle ça, à Bourges, là où on forme tous les mécaniciens de l'armée de terre, mais aussi de l'armée de l'air et peut-être bien de la marine, si je ne dis pas de bêtises. D'accord. Et donc, la première école, c'est une école où on apprend plutôt à être militaire, à faire ses classes, à marcher au pas, à chanter, enfin tout ce qu'on imagine. Puis, vous faites ce choix de la mécanique et vous partez du coup dans votre école de spécialité. Ça dure combien de temps et qu'est-ce que vous apprenez pendant cette formation? Parce que vous connaissez rien de la mécanicienne, vous avez un niveau 0, on est d'accord, vous n'êtes Alors, pas cette formation, en tant que mécanicienne. c'est ça. Exactement. Je n'avais pas fait d'études en mécanique non plus. J'avais passé un bac technologique à l'époque, mais pas du tout dans la mécanique. Et j'ai été orientée vers la mécanique et je me suis beaucoup plu. J'ai appris pendant 6 mois, j'ai appris les bases, tout simplement, comment fonctionne un moteur, qu'est-ce qu'un moteur, qu'est-ce qu'il fait tourner. Et après, petit à petit, au fur et à mesure des mois, vous apprenez les spécificités, vous allez apprendre, ça va parler à tout le monde, je pense, à faire une distribution. Vous allez apprendre à changer des pneus. Vous allez apprendre les spécificités des véhicules militaires. Trop bien. Et du coup, cette formation, vous travaillez sur des vrais véhicules de l'armée de terre et c'est sur ces véhicules-là que vous apprenez votre formation? Tout à fait. C'est exactement ça. Super. À l'issue de la formation, vous avez encore un classement? En fait, dans cette école, il y a justement les véhicules. Oui. Allez-y, allez-y, il y a un petit décalage. Pas à l'issue de la formation. Enfin, il y a un classement un petit peu comme. Ok.
À l'issue de la formation en école de mécanique, vous avez un classement, mais un petit peu comme on peut avoir dans les lycées ou dans les collèges, mais ce n'est pas ça qui va orienter le reste de votre carrière. Vraiment, le choix qui va permettre de lancer votre carrière, ce sera à la fin de Saint-Mexan, de l'école de sous-officiers, où là, par rapport au classement, vous pourrez choisir les régiments où il y a de la place et où il y a la spécialité que vous avez choisie. Et vous, votre spécialité que vous avez choisie, c'est mécanicienne sur véhicules légers, je crois, dans un premier temps? Tout à fait, c'est bien ça. Vous nous expliquez un peu la différence entre les différentes options qui s'offrent à vous? On a quel type de véhicule au sein de l'armée de l'armée de terre? Alors, on en a énormément. On a les véhicules légers, ça va être les véhicules que vous allez voir tout simplement dans les grandes villes et même dans les campagnes, style 4x4, comme on peut croiser maintenant les 4x4 récents. Vous avez les véhicules lourds, donc les poids lourds. Et après, vous avez tout ce qui est véhicule blindé. Et pour tout ce qui est véhicule blindé, vous avez des formations spécifiques pour chaque véhicule. D'accord. Donc là, dans le cadre de votre… vous finissez l'école, vous allez dans cette première affectation qui est liée aux véhicules légers. C'est quoi votre poste? Parce que c'est assez Alors, j'ai commencé chef d'équipe où j'avais 2 ou 3 mécaniciens avec moi, principalement des anciens, et qui, à leur tour, m'ont transmis. Moi, j'avais la théorie de l'école, ils avaient la pratique. Donc, ça a été un échange de bons procédés. Donc, c'est tout l'intérêt aussi quand on arrive en tant que sous-officier de l'armée de terre. Vous étiez toute jeune, donc vous êtes engagée à 18 ans. La formation, ça a duré 1 an et demi, 2 ans, donc vous avez 19-20 ans. Vous arrivez et vous avez la responsabilité de 2-3 personnes qui ont quoi, 40 ans, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. La moyenne d'âge, c'était 35-40 ans. Trop bien. Et du coup, comment on fait? On est une femme, on arrive, on est toute jeune et on gère 3 personnes qui ont 40 ans. On vous apprend Eh ça? bien, écoutez, oui, on l'apprend, mais après, je pense qu'il y a une histoire de caractère et d'éducation. On arrive en toute humilité. On arrive avec sa théorie. Et puis, lorsqu'en face de vous, vous avez des personnels hyper compétents qui connaissent leur job sur le bout des doigts ou à l'oreille, vous leur faites confiance. Ah oui, à l'oreille, oui. Vous leur faites confiance. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a un lien qui se crée. Il y a même des amitiés qui se créent. Et le travail se fait de concert. Et puis, on en apprend les uns des autres. Moi, du haut de mes 20 ans, parce que toute jeune qui sort d'école. Et eux, fort de leur expérience. Super. Cette première affectation, elle va durer combien de temps? 5 ans, 6 ans? C'est des affectations longues? La première affectation, elle va durer 5 ans. Super. Pendant ces 5 ans, vous évoluez? Vous faites… parce que j'imagine qu'au début, vous arrivez, vous avez zéro connaissance pratique, vous avez ce que vous avez appris à l'école et c'est eux qui vont vous donner des éléments. À la fin, vous avez vous aussi votre propre expérience et vous avez appris aussi de ces années passées sur le terrain à leur côté. Concrètement, c'est quoi votre job pendant cette période-là? Vous partez, vous faites des missions, vous vous entraînez, comment ça fonctionne? Alors, pendant ces 5 ans, pour ma part, j'ai changé d'atelier. J'ai commencé à ce qu'on appelait à l'époque l'atelier VL, donc véhicule léger. Par la suite, je suis allée travailler sur les petits blindés, donc les VAB et les VBL. Et j'ai eu l'opportunité de travailler sur des poids lourds, ponctués de manœuvres, de départs en Outre-mer. J'ai fait un départ à Mayotte et un départ en Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, c'est ce qui m'a permis, en particulier en Nouvelle-Calédonie, d'avoir un adjudant-chef qui était un homme vraiment extraordinaire, qui m'a fait confiance, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a montré les fonctions d'adjoint. Parce que Nouvelle-Calédonie, j'avais 23 ans. Ah oui. Voilà.
J'avais tout juste 23 ans. En fait, cet adjudant-chef à l'époque m'a fait confiance. Il a vu que j'étais motivée, il a vu que j'étais là pour travailler. Et donc, il m'a donné les clés pour justement grandir en responsabilité afin de promouvoir un poste plus important. Super. Et du coup, c'était quoi ce poste le plus important? Bah justement, c'était adjoint chef d'atelier. Où d'un seul coup, en fait, au lieu d'avoir simplement la gestion de 3 personnels, à l'époque, je crois que c'est une quinzaine, et vous allez vous occuper aussi bien de l'approvisionnement des pièces, vous allez vous occuper de tout ce qui est un peu sécurité, et surtout les dépannages. Super. Parce que votre rôle, de manière large, vous et vos équipes, c'est faire en sorte qu'en permanence, les véhicules de l'armée de terre soient opérationnels, donc soit de les réparer quand il y a un problème, soit d'anticiper les pannes et de faire en sorte que tout soit toujours extrêmement bien tenu pour qu'ils puissent être utilisés dans le cadre d'opérations ou de tout ce dont auraient besoin les personnels de l'armée de terre. C'est exactement ça. C'est pour ça que autant on n'a pas de journée qui se ressemble, autant c'est un petit peu comme sur notre voiture. Sur notre voiture, on sait qu'on a la visite à faire tous les 30 000 km ou alors la vidange à faire tous les 20 000 km. Sur nos véhicules militaires, c'est exactement la même chose. On a des visites qu'on appelle préventives, qu'on retrouve exactement dans le milieu civil. C'est exactement la même chose. Et vous allez avoir la partie dépannage et la partie réparation. Parce que comme vous avez bien dit, voilà, le but du jeu, il est très simple. Les véhicules doivent rouler coûte que coûte et ils doivent être opérationnels en permanence. Parfait. Donc, on comprend mieux quand vous nous parliez de voyage tout à l'heure, vous avez eu l'opportunité d'aller dans des lieux qui sont assez exceptionnels. Ce n'est pas tous les métiers qui vous permettent de partir, en effet, dans les outre-mer pour profiter de tout ça. Oui, à la fin tout de à ces fait. 5 ans, il se passe quoi? À la fin de ces 5 ans, je suis mutée dans un autre régiment et je vais à Douai, dans le nord de la France. Et quand j'arrive dans ce régiment, en revanche, il n'y a pas de chef d'atelier. Donc, dès que je suis arrivée, on m'a donné le poste de chef d'atelier. Et là, vous gériez un peu plus de personnes? Là, tout à fait. Là, il y avait 25 personnes ou 30 personnes, je ne sais plus, entre 20 et 30 personnes à peu près, avec beaucoup plus de véhicules. Là, on n'avait pas beaucoup de blindés parce que chaque arme a son type de véhicule. Et ce régiment-là avait très peu de blindés. Cependant, on avait, je ne sais pas, 70 P4. C'était plus d'une centaine de poids lourds. Donc, c'est la gestion de tout ça, c'est la gestion des équipes, c'est la répartition des tâches, mais c'est aussi le contrôle du travail bien fait. C'est les commandes de pièces. Là où on va acheter des pièces, on passe par un magasinier. Bah, quand vous êtes chef d'atelier, vous êtes le magasinier aussi, quoi. Parce que c'est vous qui allez les commander et c'est vous qui allez les réceptionner. Donc, il y a à la fois un travail de mécanicien, qui est principalement le travail de vos équipes, mais vous, il y a aussi un vrai travail administratif, de management, de contrôle, et un petit peu de s'assurer que tout fonctionne comme il faut, en fait. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on est beaucoup sur la partie mécanique, mais il y a la grosse partie gestion des personnels, où vous gérez le quotidien, un imprévu parce que, je ne sais pas, une voiture qui démarre pas le matin, ou un départ en mission parce que il y a une mission qui s'est déclenchée et puis la personne doit partir dans les 24 heures. Tout simplement le suivi de carrière aussi, qui est très, très important, afin que justement chaque personnel soit traité comment dire, de la même façon, qu'il soit que tout le monde ait les mêmes possibilités, les mêmes chances pour pouvoir évoluer dans l'institution. Et en fait, en tant que chef d'atelier, indirectement, c'est une partie qui est quand même très importante parce que vous allez forcément influer dans la vie de vos personnels. Intéressant. Est-ce que dans les 30 personnes, 20 à 30 personnes qui sont avec vous, il y a d'autres femmes ou ça reste quand même très masculin?
À l'époque, il n'y en avait pas du tout. Entre 2003 et 2009, il me semble avoir rencontré 2 femmes, 2 militaires du rang. Et c'est tout. Sur des centaines de mécaniciens que j'ai pu croiser, il devait y avoir, oui, on devait être 3 à ce moment-là. Alors que les femmes sont de très bonnes mécaniciennes aussi. Donc, pour toutes les jeunes filles dont j'ai cité le prénom tout à l'heure parce qu'elles sont venues me dire Tout bonjour, à fait possible. on est d'accord que vous n'êtes pas une Tout à exception. fait. C'est tout à fait Ah non, non, du tout. plus de Hélène. Ah, Dans mais Hélène, il peut y en avoir plein, c'est ça. Super. Comment vous gérez entre justement la partie auprès de vos équipes et toute la partie administrative RH dont on parlait tout à l'heure? Quand on est chef d'atelier, si vous deviez donner des pourcentages, c'est quoi qui prend le plus de temps et comment vous répartissez un petit peu votre temps? Eh ben, le lundi, c'est 20%, 80%. Le lendemain, c'est l'inverse. Alors, oui, Il n'y a aucun jour qui se ressemble, en fait. d'accord. Mais au final, c'est du 50-50. Oui, c'est ça, parce que vous êtes obligé de partager votre journée afin que vos véhicules sortent et soient disponibles, et en même temps, être présent pour vos personnels et pour ne pas les léser dans leur carrière. Et Donc, vous, ça, oui, le temps, il est partagé, effectivement. et vous, ça vous arrive de mettre les mains dans le cambouis ou c'est plutôt vos hommes qui le font et vous, vous êtes là pour autre chose? Comment ça marche? Bah, ça m'arrive encore maintenant, oui. Ça m'arrive encore maintenant où, maintenant, du fait de mon grade et de mon ancienneté, je ne vais plus, enfin, où je vais rarement réparer moi-même parce que j'ai pas mal de personnel justement à disposition et qui sont qualifiés pour ça. En revanche, à mon niveau, on va s'occuper de faire le diagnostic et après le contrôle une fois que la réparation est faite. Très intéressant. Alors là, le poste de chef d'atelier, c'est pas votre poste actuel, c'était votre ancien poste. Tout à fait. Il dure combien de temps? Ce poste-là, il va durer une bonne dizaine d'années. Ah oui. Et ensuite, vous faites quoi? Et ensuite, d'abord, je vais passer justement ce qu'on appelle RDC dans l'armée. Ça C'est veut dire réception, diagnostic, contrôle. Donc, tout comme dans un garage quelconque, quand vous allez amener votre voiture, vous allez réceptionner les véhicules. Vous allez vous renseigner sur les opérations à mener. Est-ce que c'est une vidange à faire? Est-ce qu'il y a un bruit sur le véhicule? Est-ce que c'est une réparation? À partir de ce moment-là, vous donnez le véhicule à l'atelier concerné. Et lorsque la réparation est faite, vous allez contrôler le véhicule et vous avez justement cette fameuse partie administrative où, tout comme ma voiture et la vôtre, on a un carnet d'entretien. On a un carnet d'entretien papier, vraiment physique, et on a un logiciel informatique qui nous permet justement de garder des traces de toutes les opérations que l'on peut faire durant toute la vie du véhicule. Et passer RDC, c'est faire un diplôme? Ça fait partie des études dont vous nous aviez parlé tout à l'heure ou c'est En fait, c'est tout va ensemble. Justement, les diplômes que l'on passe, c'est un diplôme. Donc, le diplôme que l'on passe à l'armée en mécanique, donc pas le premier, mais le deuxième au milieu, c'est l'équivalent d'un BTS. D'accord? Donc, on va pousser beaucoup plus. C'est un BTS qui est reconnu justement dans le milieu civil, donc qui vous donne justement ce titre civil. Et donc, c'est le diplôme plus l'expérience qui va vous amener à ce poste de RDC. Super. Ça dure combien de temps? Alors, le poste de RDC, il va durer pendant 4 ans. Et là, qu'est-ce que vous faites en plus de quand vous étiez chef d'atelier? Et bien là, la différence, c'est que, en fait, au lieu de gérer 10 ou 20 véhicules ou 50 ou 100, ben, en fait, vous allez gérer absolument tous les véhicules du régiment, sans exception. Régiment. D'accord. Voilà. Et là, vous avez des équipes avec vous aussi? Ça continue de grossir, c'est-à-dire que vous étiez passé de 3 à 10 à 20, 30. Là, maintenant, vous avez encore plus de personnes qui travaillent avec vous, j'imagine?
Eh ben là, au maximum, moi, je suis montée à 60 personnes. Ah oui. Voilà, 60 personnes à gérer administrativement, à gérer sur le plan RH et les trois quarts sur le plan mécanique également. Hyper intéressant. Et là, vous apprenez au fur et à mesure avec l'expérience, avec des retours d'expérience de vos chefs, des personnes autour de vous. C'est quand même assez impressionnant. Gérer 60 personnes, vous aviez quel âge? 30 ans, même pas? Ah, j'avais, ouais, ben, oui, oui, c'est ça, j'avais 30 ans, ouais. J'avais 30 ans, c'était il y a 10 ans, ouais. À l'issue de tout ça, vous faites quoi? Bah, à l'issue de tout ça, je suis mutée, donc j'étais sur Metz. Finalement, je suis mutée à Olivet. Et étant mutée à Olivet, je passe conduite de la maintenance. Donc, c'est un poste qui est au-dessus du RDC, qui justement va s'occuper de faire la planification des visites, la planification des équipes. Il y aura toujours cette partie RH où il y a toujours votre suivi de personnel, mais vous avez une partie encore plus importante qu'il était déjà sur le poste de chef d'atelier pour tout ce qui est sécurité. Parce que bon, il faut savoir que la législation militaire, c'est ni plus ni moins que la législation civile. Ouais. Donc, nos règles de sécurité sont les règles de sécurité en vigueur. Et c'est mettre en application toutes ces règles-là afin que chacun travaille en toute sécurité. Et vous allez en plus voilà, avoir des comptes rendus hebdomadaires, des comptes rendus mensuels, où voilà, on va rendre des comptes à nos chefs sur nos activités, sur la productivité, comme on appelle ça dans la maintenance. Et ça, c'est un travail qui est quotidien. Est-ce que pour que les jeunes qui sont avec nous se projettent bien et comprennent, vous avez une anecdote d'une panne ou d'un moment où vous avez besoin d'un véhicule, qui bah, il est pas disponible, il y a un souci. Bah, comment vous faites, comment vous travaillez, vous et vos équipes, pour faire en sorte que bah, qu'il soit là, quoi? Ah ouais, j'ai une anecdote qui est vraiment énorme. J'en avais parlé justement sur les réseaux lors de la précédente vidéo où il y avait le sommet du G8. Donc là, on est en 2010 ou en 2011, quelque chose comme ça. Et je suis dans un régiment de transmission. Donc les régiments de transmission, si vous voulez, l'arme de transmission, c'est cette arme qui nous permet d'avoir du réseau sur les territoires étrangers, en OPEX, par exemple. Tout à fait. Ce sont ces spécialistes qui nous permettent d'avoir le téléphone, l'Internet, les réseaux fermés, dit intradev chez nous, mais qui est de l'Internet militaire. Et là, on me dit, bah voilà, il me faut ce camion-là. Parce que c'est un des camions spécifiques. La base du camion, c'est un camion lambda. En revanche, dessus, il y a un conteneur avec du matériel électronique, mais bien spécifique, que moi, je ne connais pas spécialement. Mais on me dit, il me faut. Et là, vous vous dites, ben, en fait, vous ne pouvez pas vous louper, quoi. C'est le sommet du G8, c'est les grands chefs d'État qui vont être là. Bah là, vous vous organisez que bah, dans une journée, il y a 24 heures. Et ben, vous exploitez les 24 heures pour être au rendez-vous et pour que, arriver au délai, ben, le camion soit apte à prendre la route pour remplir sa mission, quoi. Et alors, mission accomplie? Mission accomplie. Et c'est un grand soulagement. J'ai l'impression qu'avec Hélène, c'est toujours mission accomplie de toute manière. Ah, on y arrive toujours. Bon gré, mal gré, on y arrive. Mes équipes le savent. On a une grande confiance entre nous et ils savent très bien, en fait, voilà, dans la bonne humeur parce que c'est plus sympa, mais on y arrive. Aujourd'hui, votre poste, Hélène, alors vous avez un grade d'adjudant-chef. C'est quoi votre Oui. poste? Et concrètement, au quotidien, ça ressemble à quoi? Alors, au quotidien, quand je vais arriver le matin, déjà, je vais envoyer la liste des personnels présents de là où je travaille à mon secrétariat. Et la position administrative, j'entends, des personnels qui ne sont pas présents. Qui peuvent être en OPEX, qui peuvent être en congé, qui peuvent être à des stages, à des formations, tout simplement. Voilà.
on justifie de la présence ou non de chaque personnel. Lorsque le temps nous le permet, et que je ne parle pas de météo bien sûr, mais l'emploi du temps nous le permet, on va faire une séance de sport. Important. Et ensuite, on va rentrer dans la technique, où là, les véhicules vont entrer en atelier. Là, on va faire le suivi de l'approvisionnement. Entre-temps, on a toujours des demandes, des renforts, des manœuvres. Donc là, vous préparez vos personnels, vous voyez en fonction de leur disponibilité ce qu'ils peuvent faire. Et fin de journée, en gros, c'est simple. Si vous aviez 3 objectifs, nous, on a 1 heure théorique de fin de boulot. Alors, d'où le fait qu'un militaire soit militaire 24 heures sur 24. On a un horaire théorique de 17h15. Et le Maintenant, si la matin, vous mission… commencez à quelle heure? Comment? Et le matin, vous commencez à quelle heure? Le matin, on commence à 7h45. Donc 7h45, 17h15, c'est ça vos horaires de travail. Voilà, tout à Jeudi fait. après-midi, je crois que vous ne travaillez pas. Exactement. Ok. C'est ça. Parce que ça nous fait, on est à peu près à 39 heures semaine. Donc, on ne travaille pas le vendredi après-midi. Mais comme vous l'avez dit, c'est théorique. Donc, si la mission n'est pas finie, à 17h15, on ne part pas et on termine ce qu'on a à faire, c'est ça? Exactement, exactement. Et s'il y a des gourmands d'anecdotes, on a eu un contrôle opérationnel en début d'année qu'on a préparé 6 mois, 1 an à l'avance. Là, c'est simple. Ça a commencé le lundi matin. Ça s'est fini le mercredi à 19h. On a dormi 3 heures. Sur les 3 jours. Sur les 3 jours. Mais Voilà. tout le monde était sur le pont, tout le monde était ensemble pour réussir ce contrôle. Tout le monde. Exactement. Et on était au rendez-vous. Fatigués, mais au rendez-vous. Et j'ai l'impression aussi soudés et ensemble. C'est comme si, en fait, le fait d'être ensemble, c'est plus facile de le faire parce que c'est ensemble. C'est notre force. Nous sommes des équipes. On est une grosse équipe et chacun a sa place. Chaque personne est importante. Chacun a sa mission. Et en fait, on se doit de travailler ensemble, justement, pour atteindre nos objectifs, atteindre nos buts. Hyper intéressant. Et on sent quand même, Hélène, que tout doit rouler droit et que la mission doit être faite. Mais on sent beaucoup de bienveillance chez vous et d'humanité. Et c'est important, je pense, pour Oui, un chef. très. Écoutez, moi, je commande comme j'aimerais que l'on me commande. Voilà. Je dirige mes personnels comme j'aimerais que mes chefs le fassent. Alors, j'ai de très bons chefs, mais je me dis que… non, mais c'est même pas en plus pour leur mentir, c'est vrai. Mais je me dis que, bien sûr, en fait, on est des êtres humains. Nous sommes militaires, nous avons un grade, mais nous restons des hommes et des femmes. Et nous méritons tous du respect. Donc, ma façon de faire à moi, oui, c'est toujours avec bienveillance, c'est toujours avec gentillesse. Tant que ça fonctionne, c'est parfait. Bon, je ne vous dis pas que ça fonctionne tout le temps. Hein. Ça peut arriver que, voilà. Mais c'est pas grave, on met les pendules à l'heure, comme avec un enfant, en fait. Et puis, après, ça repart, quoi. Merci beaucoup, Hélène. On arrive sur la fin de la première partie de ce webinaire. Et donc, du coup, maintenant, l'idée, c'est d'aller regarder les questions de nos jeunes et de vous les poser en fonction des votes. Alors, je vais vous redemander à tous d'aller voter. Comme ça, vous m'aidez à choisir. Mais en attendant, je vais commencer par la question de Léa. Léa qui vous demande, Hélène, qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer quand on encadre une équipe technique? Il n'y a rien de compliqué, en fait. Il n'y a rien de compliqué. Pourquoi? Parce que il faut être appliqué, il faut connaître son travail. Quand on est investi, quand on aime son métier et qu'on connaît son travail, au final, gérer une équipe, à partir du moment où la technique, on l'a, ça s'apprend. Ça s'apprend, en fait. Et on a des écoles dans l'armée qui sont là pour ça, qui sont là pour nous apprendre. L'adjudant-chef Hélène qui est là aujourd'hui, elle n'était pas comme ça il y a 22 ans. Ça, c'est une certitude. J'avais 18 ans, je sortais de l'école. Mais grâce justement à ces écoles, grâce à ces personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont encadré tout au long de ma carrière, au final,
La technique, ça s'apprend, ça se travaille, ça se perfectionne. Mais il faut être soi-même, il faut être naturel et être à l'écoute des autres. Une question de Louis. Comment on trouve sa place et on s'impose quand on est jeune, quand on est une femme, dans un milieu très masculin? Eh ben, on est naturel. On est naturel. On ne cherche pas, surtout pas à s'imposer en disant c'est moi le chef. Ça marche pas. Ça ne marche pas. En revanche, je vais reprendre un peu les mêmes mots parce qu'au final, c'est exactement la même chose. On est à l'écoute des autres. Maintenant, on sait s'imposer quand il le faut, mais aussi, effectivement, on a du caractère. On ne se laisse pas marcher dessus. Et concrètement, parce que la formation, elle est très bien faite, mais vous arrivez, vous avez 18 ans quand même. Donc, est-ce que vos chefs vous apprennent aussi? Vous les voyez faire et donc, du coup, vous refaites la même chose qu'eux? Est-ce que entre jeunes sous-officiers qui arrivent avec d'autres collègues que vous aviez à l'école, vous vous appelez pour vous donner des conseils par rapport à des situations que vous avez vécues? Et vous me l'aviez dit quand on avait préparé aussi, vous m'avez dit, j'avais 2 personnes, donc j'avais 20 ans, j'étais toute jeune, j'avais 3 personnes sous moi qui avaient 40 ans, mais eux aussi vous apprennent. Complètement. Complètement. C'est que nous, on arrive avec notre jeunesse, on arrive, on sort de l'école, donc en fait, tout ce qu'on sait, c'est tout frais, effectivement, c'est toujours d'actualité. Et en face de vous, vous avez quelqu'un qui a 40 ans, qui pourrait quasiment être votre papa, mais qui est finalement, effectivement, qui pourrait être votre papa, mais en fait, qui est super gentil parce qu'il se souvient que lui aussi a commencé un jour. Et à partir du moment où vous êtes naturel, où vous êtes simple et vous ne cherchez pas à vous imposer coûte que coûte, en fait, ça se passe très, très bien. Ça se passe très bien. Parce que lui arrive à 18 ans, moi, je ne vais pas vous dire c'est facile. C'est pas vrai. C'est pas facile. Mais voilà, il suffit d'être nature. Et oui, comme vous avez dit, des fois, on appelle les copains. On dit, ah, il m'est arrivé ça, toi, qu'est-ce que je dois faire? Toi, tu aurais fait quoi? Et puis, on en discute. Et puis, le fait de décanter une situation, ça permet de mieux l'appréhender derrière, quoi. Super. Une question d'Alicia. Alors, ça n'a pas l'air d'être sa première, mais c'est celle qui a remonté le plus. Est-ce qu'il y a des profils pour qui ce métier n'est pas du tout fait? Si on n'aime pas l'autorité, si on n'aime pas recevoir des ordres, et si on est d'une nature peut-être à se dire j'ai toujours raison, je sais que j'ai raison, ça marche pas dans l'armée en fait. Mais j'ai envie de dire ça marche nulle part. Mais en tout cas, vraiment pour l'armée, on n'est pas fait pour l'armée si on n'aime pas recevoir des ordres. On n'est pas fait pour l'armée si on ne sait pas se taire parfois à tort ou à raison. Parce que ce genre de situation, ça existe partout et aussi à l'armée, bien sûr. Mais il faut savoir simplement pas s'écraser, c'est pas vrai. Mais l'intelligence de situation, des fois, c'est savoir se taire. Et si on n'est pas capable de faire ça, ouais, ça peut vite être très, très compliqué. Et il y a des personnes qui rentrent et qui, en fait, sont pas faites pour ça, ils partent? Ou est-ce que... Oui, ça arrive. Ouais, ça arrive. Moi, j'ai eu un jeune il y a 2 ans. Il est arrivé avec 8 non-mais, 8 non-mais, 8 non-mais, 8 non-mais. Donc, c'était un très bon mécanicien. Un jeune de 22 ans, je crois. Très bon mécanicien. En revanche, il n'était pas fait pour l'armée. Il est resté 3 ou 4 mois. Puis un jour où il était en congé, justement, il m'a téléphoné, il m'a dit, écoutez, moi, je veux m'en aller. Je lui ai dit, mais écoute, il n'y a pas de problème. Donc, on a fait les papiers correctement. Parce que oui, c'était un bon mécanicien, mais l'armée n'était pas faite pour lui, tout simplement. Ça ne peut pas convenir à tout le monde. Trop bien. Une question d'Aurélia. Je suis lycéenne et je me demandais si pour être mécanicienne dans l'armée, il faut forcément être en très bonne forme. Il faut être, ouais, je pense qu'elle veut dire très en forme physiquement. Est-ce que vous vous entraînez quotidiennement? Et je vais compléter, est-ce que c'est dur quand on est une fille de passer les tests physiques de l'armée de terre pour être mécanicienne, comme vous? Il n'y a pas de test physique pour être mécanicien, en fait. Vous allez vous entraîner en tant que militaire. En tant que militaire, c'est ce qu'on appelle dans le code du soldat, où on doit de s'entretenir et physiquement et intellectuellement. Maintenant, pour être mécanicien, vraiment,
on n'a pas forcément besoin d'avoir le physique. Mais puisqu'on est militaire mécanicien, ça veut dire qu'on est sportif. Voilà. Mais du coup, dans le recrutement de mécaniciens, il n'y a aucun test physique? Il n'y a pas de test physique, non. Pas pour la mécanique. Ah, je ne savais même pas que c'était possible. Intéressant. Non, il n'y en a pas du tout. Donc, il Parce faut... qu'en fait, le côté sportif, c'est vraiment que le côté militaire et non pas le côté technique. Okay. Une question d'Alicia. Qu'est-ce qui change vraiment entre la mécanique civile et la mécanique dans l'armée? Pas grand-chose, hein? Pas grand-chose. Pas grand-chose, si ce n'est que nous, on a des matériels des années, fin des années 90 jusqu'à 2025. Voilà, c'est juste ça. C'est qu'on a du matériel de pointe, comme on a de la vieille mécanique, où il y a très peu d'électronique aussi. Donc, quand on connaît les bases, quand on a les formations qui vont bien, où on apprend à utiliser les différents outils, pour ceux à qui ça parlera un petit peu, les tablettes de diagnostic, c'est des choses qu'on apprend aussi à l'armée. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il faut être aussi bien à l'aise sur quelque chose d'assez ancien et sur quelque chose qui est toute nouvelle génération. Alors, j'imagine qu'on vous forme. Moi, j'avais une question aussi par rapport à ça. Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il y a des véhicules légers, il y a des blindés, il y a des véhicules lourds. C'est les mêmes mécaniciens qui doivent savoir tout gérer, ou il y a des formations en fonction des différents véhicules sur lesquels vous travaillez? En fait, il y a une formation générale pour tout ce qui est justement véhicules légers, les poids lourds et certains petits blindés qu'on va retrouver dans absolument tous les régiments. Maintenant, vous avez des formations spécifiques par véhicule blindé. Et finalement, donc non, on ne vous demande pas de tout connaître, mais ça va être les années, ça va être l'expérience, ça va être les missions, les manœuvres qui vont faire que peut-être que demain, moi, je vais être sur une manœuvre, sur un véhicule que je n'ai jamais vu, mais un moteur, c'est un moteur. Un schéma électrique, c'est un schéma électrique, en fait. Donc, quand vous avez de la technique, vous allez le lire et certes, vous ferez un SOS à quelqu'un qui va maîtriser mieux que vous, c'est normal. C'est ce réseau d'entraide qui est très important aussi. Mais maintenant, la base, vous allez la comprendre quand même. Parfait. Question de Louis qui est hyper intéressante. Aujourd'hui, quelle place prennent l'électronique et les nouvelles technologies dans la maintenance et dans la mécanique? Beaucoup, parce que je ne peux pas donner forcément de pourcentage puisqu'on a encore quand même beaucoup de matériel un peu ancien. Cependant, sur tous les derniers véhicules que l'on peut voir lors des différentes expos, que l'on voit sur ne serait-ce que les défilés, c'est des matériels effectivement qui sont bourrés d'électronique. Et donc là, on revient aux formations spécifiques où on a des outils spécifiques pour travailler dessus. On a la formation de pilotage et on va avoir la formation aussi de maintenance sur les véhicules. Question de Léa. Pour se lancer dans la mécanique et dans l'armée, quel niveau d'études est vraiment attendu? Donc, vous nous avez dit que vous êtes en train de... Le minimum, moi, ce que je propose, enfin, je suggère, le minimum, c'est d'avoir un bac, quel qu'il soit au final. Pourquoi un bac? Parce que ça veut dire qu'il y a déjà le B.A.-BA, voilà, de l'école, va-t-on dire. En revanche, pour la partie technique, de toute façon, quand vous intégrez l'armée de terre en tant que mécanicien, vous allez forcément passer des diplômes et passer dans les écoles d'application, systématiquement. Il y aura ces passages en école d'application qui vont vous apprendre les différentes spécificités des véhicules de l'armée. Question de Tom. Alors, vous avez déjà répondu à la première partie, mais on va quand même la poser et on va s'intéresser davantage à la deuxième. Donc, Tom, il est lycéen en terminale. Il a une question. En tant que chef d'atelier, est-ce que vous continuez à faire de la mécanique? Donc, on en a parlé tout à l'heure pendant la première partie où vous disiez que vous avez longtemps mis encore les mains dans le cambouis, mais que maintenant, vous avez suffisamment de personnel pour plus avoir à le faire. Mais par contre, il y a une question intéressante. Quel est le véhicule qui vous a donné le plus de fil à retordre et dans quel cas? C'était en manœuvre.
C'était en manœuvre. Et là, on va revenir sur l'électronique. D'ailleurs, on a eu un problème électronique. Je crois qu'on a passé 9 heures d'affilée dessus pour un boîtier qui nous cassait la tête. Sauf que le schéma de ce véhicule, qui est l'AMX 10RC, donc en fait, c'est un char, mais avec des roues. Il a un canon, mais il n'a pas de chenille. C'est un char avec des roues, avec 6 roues. Donc, vous le retrouverez facilement sur Google ou sur ChatGPT. On a passé 9 heures dessus parce que on est parti d'un problème d'électronique et à force d'éliminer tous les éléments, arrivé au petit matin, on a vu que en gros ça venait de l'alternateur. Bon, sur ce véhicule-là, ça s'appelle pas un alternateur, mais c'est une génératrice, mais c'est le même principe et ça venait de là. Sauf que en fait, cette brave pièce, en fait, elle nous a foutu un petit peu le why pendant 8 heures, puis elle nous a animés bien comme il faut. Une bonne expérience. Oui, pas mal. C'est pas mal. Une question d'Adil qui me dit c'est peut-être une question bête. Il n'y a pas de question bête, Adil. Exactement. Vu qu'il ne s'agit pas du tout des mêmes machines, mais est-ce qu'il existe des ponts si l'on souhaite changer de carrière et passer de mécanicien dans l'armée de terre à mécanicien dans l'armée de l'air ou mécanicien dans la marine? Ah oui, c'est pas la même chose. Mais non, c'est pas du tout la même chose, parce que surtout, c'est pas le même type de matériel. En revanche, ce sera plus les CIRFA qui pourront vous répondre. Je sais qu'on peut casser un contrat, par exemple, dans l'armée de terre pour rejoindre une autre armée. Ça se fait. Maintenant, pour les modalités, je ne veux pas dire de bêtises. Le mieux, c'est encore de voir avec les CIRFA. alors, tu sais quoi, Adil, on va se renseigner. Et la semaine prochaine, quand je posterai sur ce webinar avec le replay, j'essaierai de te mettre la réponse pour savoir si on peut passer d'une armée à l'autre. Et en tant que mécanicien, après, c'est pas la même chose. J'imagine bien que t'occuper d'un véhicule tout aussi blindé, léger, costaud qu'il soit, ou d'un avion du Charles de Gaulle, Ouais, ça n'a rien à voir. tout à fait la même chose. Question de Louane qui dit vous n'êtes pas que mécanicienne, vous êtes aussi magasinière. Et donc, du coup, elle dit ça veut dire que vous avez aussi des fournisseurs internes à l'armée ou externes. Comment ça marche, justement? Mais on n'a pas trop parlé. Vous avez dit à un moment donné que vous aviez aussi cette fonction-là. Concrètement, comment ça fonctionne? Eh ben, comme a dit Louane, effectivement, on a des fournisseurs en interne de l'armée et on a aussi des fournisseurs externes. On fonctionne aussi avec des sociétés civiles. Alors là, c'est géré par notre direction centrale, donc ce n'est pas du ressort des régiments. Pour ça, on a des acheteurs, il y a des marchés qui sont passés, mais on peut très bien, on a des marchés, par exemple, avec Renault. Voilà, c'est un secret pour personne. On a des marchés avec Renault, Renault Truck Défense, exactement. On a des camions de la marque Renault et il y a énormément de pièces que je vais monter sur mes camions qui sont de la marque Renault. Et tout comme nous avons des fournisseurs en interne où c'est des pièces qui sont faites spécifiquement pour l'armée. Super. Une question d'Aurélia. Je pensais qu'elle allait venir plus tôt, mais voilà, elle arrive. Comment est-ce que vous conciliez vie professionnelle et vie privée en tant que femme militaire? Eh bien, on exploite les 24 heures de la journée en fonction des jours. Non, ça va, ça dépend des moments. Après, vous avez des périodes où vous partez à 7 heures le matin et vous rentrez à 18 heures. Donc ça, c'est la période normale. Et il y a des périodes un petit peu plus compliquées où vous allez vous absenter pendant 2 mois, 3 mois ou 3 semaines ou 3 jours. Mais c'est un équilibre à trouver avec le temps, en fait. Et puis, surtout, c'est de se dire que c'est pas incompatible, quoi qu'il en soit. Là, en tout cas, je tiens à assurer, surtout les filles, mais on ne voulait pas les garçons, hein. Mais on peut être une femme, avoir des responsabilités et être aussi une maman. Moi, je suis une maman, j'ai 3 enfants. Mes filles m'aiment et ne me détestent pas, donc tout se passe bien. Et elles sont très fières de ce que je fais. Elles sont très fières même de savoir que je suis là devant vous ce soir. Voilà. Il faut trouver un équilibre, en fait, entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Ça peut être délicat parfois.
Maintenant, on a les mêmes droits qu'ailleurs. Justement, pour les filles, si vous pensez justement aux grossesses, le congé maternité existe dans l'armée, le congé parental existe dans l'armée. Dans la vie civile, on a 5 semaines de congés payés par an. Dans l'armée de terre, on a 45 jours ouvrables. Donc, ce qui aide quand même beaucoup justement à trouver cet équilibre. Super. Donc, mesdemoiselles qui est avec nous ce soir, 1, c'est possible, 2, Hélène en est la preuve. Voilà, j'ai réussi. On a une question de Sylvain qui nous dit « J'ai 19 ans, je suis très motivée. Est-ce qu'on peut évoluer rapidement, même sans un parcours idéal au départ? Je ne suis pas déjà formée à la mécanique, mais j'ai très envie d'apprendre. » C'était votre cas aussi, Hélène. Vous n'étiez pas formée à la mécanique et vous avez appris et vous avez un super parcours. Donc, Sylvain peut faire exactement la même chose que vous. Tout à fait. Et puis, moi, j'ai commencé sous-officier, mais on peut commencer militaire du rang et passer sous-officier après. Il y a la passerelle pour passer sous-officier, pour changer de catégorie. Donc, justement, ce jeune homme, il peut arriver sans diplôme, passer les diplômes dans l'armée, et puis à partir du moment où, justement, ses chefs vont voir que c'est quelqu'un de motivé, quelqu'un de très volontaire, et que ça se ressent dans son comportement, dans son travail, dans son attitude, c'est une carrière qui déroule derrière. On a une question de Corentin qui nous demande « Comment est l'ambiance au sein de l'armée ? Est-ce qu'on doit avoir peur des discours qui soulignent le racisme ou la misogynie parmi les rangs ?» Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une misogynie avec vous, Hélène. Je me trompe peut-être? C'est comme partout, en fait. Vous savez, finalement, on a des gens bien, on a des gens moins bien, mais on est le reflet de la société de tous les jours, en fait. Donc, voilà, il n'y a pas que des vilains, il n'y a pas que des gentils. Mais maintenant, quoi qu'il en soit, on est formé pour être bienveillant. On est formé pour bien encadrer, justement, nos jeunes recrues. Ce qu'on cherche, à partir du moment où la personne, elle vient là, elle est motivée, bien sûr, on va tout faire pour la tirer vers le haut. Et ça fait que ce genre de situation, ça existait peut-être dans les années 80. Personnellement, j'y étais pas, j'étais pas née. Et honnêtement, ça a existé, c'est sûr, mais de moins en moins. On est en 2025, ça se démocratise beaucoup. Maintenant, on a coutume de voir et de toute façon d'entendre dans la vie de tous les jours, dans l'armée et ailleurs, que la plupart des métiers sont ouverts autant aux femmes que aux hommes. On a une question de Paolo qui nous a posé aussi une autre question tout à l'heure. On va essayer de répondre à toutes les questions qu'il pose en même temps. Paolo, je crois qu'il disait il est européen mais pas français. Est-ce qu'il peut rentrer dans l'armée? Il a 35 ans. Est-ce qu'il peut rentrer dans l'armée? Et il est en situation de handicap. Est-ce qu'il peut rentrer dans l'armée? Peut-être dans la Légion étrangère. Alors déjà, ce n'est pas possible. Il n'y a que la Légion étrangère qui est une opportunité. Tout à fait. Donc, oui, Paolo, exactement. je te laisse aller les contacter et voir avec eux s'il y a une opportunité. Ouais. Question de Cyril. Je pense que ce sera mieux. Ouais. Comment se fait le passage du poste de mécanicien vers celui d'adjoint chef d'atelier? Comment répondre assez naturellement, en fait. Moi, en l'occurrence, ça a été lors d'une mutation. Lors d'une mission, pas d'une mutation. Ça a été lors d'une mission. Mais une fois que vous avez cette expérience, justement, de mécanicien, de chef d'équipe, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ça se fait assez naturellement. Ça va être au début par le fait de remplacer son chef quand il est absent. Tout simplement parce que on n'est pas présent 12 mois sur 12 forcément au travail, hein, c'est normal. Et on va commencer par des remplacements. Et puis, à partir du moment où la personne, elle fait le job, puis elle évolue aussi dans sa carrière, elle passe les examens, de toute façon, ça va être une suite logique de la mener sur ce poste d'adjoint et par la suite de chef d'atelier. C'est vrai que ça, c'est bien aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous êtes adjoint du chef. De temps en temps, le chef n'est pas là parce qu'il est en mission, parce qu'il reprend des études, parce qu'il fait quelque chose.
Et bien du coup, vous vous entraînez d'une certaine manière. C'est un petit Exactement. entraînement. Ouais. Vous l'avez vu faire, vous avez été proche de lui et puis ça vous permet de prendre le poste qui sera Ouais, le vôtre plus tard en fait. c'est ça. On a une question de Maïna qui a un bac et elle demande si c'est mieux de commencer militaire du rang ou sous-officier pour devenir mécanicien avec un bac. Ça, c'est un choix personnel. C'est quoi la différence? Pardon? C'est quoi la différence dans les deux cas, si on fait sous-officier et si on fait militaire du rang? La différence, ça va être la catégorie. C'est comme dans la fonction publique. Vous avez la catégorie A, B, C. Et là, c'est la même chose. En fait, là, ça correspondrait, militaire du rang, ça correspond à une catégorie C. En fait, c'est commencer en bas de l'échelle. Donc ça, c'est un choix personnel parce qu'à partir du moment où on a le bac, on peut prétendre à être sous-officier de suite. Le fait de commencer en bas de l'échelle, ça nous permet peut-être de mieux connaître le métier. Ça, c'est vraiment un choix. Maintenant, si c'est quelqu'un qui a de l'ambition justement pour faire une carrière longue dans l'armée, en termes d'évolution, pourquoi pas peut-être commencer quand même sous-officier. Ça ne lui empêchera pas justement d'avoir de l'expérience. Et par la suite, on a aussi la passerelle vers les officiers, qui correspond à la catégorie A dans la fonction publique. Très bien. Donc, ça veut dire qu'en fait, la question qu'il faut se poser aussi, c'est si on a plus envie d'être mécanicien tout le temps ou si on a envie aussi d'être vers des fonctions d'encadrement qui est finalement Exactement. officier. Donc, c'est ça qui va faire un petit peu la différence. C'est que concrètement, est-ce que vous êtes toute la journée les mains dans le cambouis à faire de la mécanique ou est-ce qu'à un moment donné, vous avez aussi une envie d'être encadrant et de faire ce que vous faites vous, c'est-à-dire prendre de plus en plus de responsabilités avec du management d'équipe au fur et à mesure. Et c'est un peu ça la différence entre un militaire du rang et un sous-officier. Tout à fait. Le militaire du rang, comme on dit, et c'est pas péjoratif du tout, c'est un exécutant, alors que le sous-officier commande, le sous-officier dirige. C'est la différence. Donc, il y a une histoire aussi, je pense, la question que doit se poser la demoiselle par rapport à sa personnalité. Est-ce que je suis prête à ça ou est-ce que j'ai les épaules, en fait, moi-même pour diriger des personnels, pour diriger une équipe? Et mesdames, dites-vous que on est tout aussi capable de le faire. Donc, il ne faut pas se mettre bien de sûr. Après, c'est Complètement, ouais. ou pas. C'est ça la question qu'on doit se poser. Ouais. Mais Est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'on veut le faire? Mais la capacité, on l'a toute. Bien sûr. Merci mille fois, Hélène. Moi, si je devais retenir plein de choses, qu'est-ce que je retiendrais? Que déjà, être sous-officier, c'est être en situation de commandement. C'est on arrive, on ne connaît rien, puisqu'en fait, vous n'étiez pas mécanicienne, vous avez tout appris dans l'armée de terre, et ça, c'est important. L'armée forme. Et donc, du coup, on vous demande juste un bac pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'avoir déjà fait des études spécialisées en mécanique. Vous serez formé. Et puis derrière, je vois une belle évolution avec quelqu'un qui est très humble. L'humilité, on sent que c'est quelque chose d'important. Vous êtes arrivé, vous étiez la chef, mais vous n'avez pas joué au petit chef. Vous avez écouté, vous avez pris des conseils autour de vous. Et au fur et à mesure, vous vous êtes affirmé. Vous avez le goût du travail bien fait, de l'engagement. L'armée de terre, c'est une grande équipe, une grande famille. Où on est tous ensemble dans le même bateau. Alors, c'est pas la bonne armée, mais on se comprend. Voilà. Il y a ce côté très humain que j'ai ressenti chez vous autour de votre management, autour du fait de vouloir faire progresser les hommes et les femmes qui travaillent à vos côtés et d'essayer de faire en sorte que tout le monde soit heureux, content, épanoui, avec le sens de la mission en premier, mais que le reste suive. Et on sent que voilà, vous avez dû faire face ensemble à des défis, mais ça vous soude, ça vous motive. Vous êtes ensemble sur le pont pour réussir la mission. Et on sent en fait que voilà, votre parcours, vous continuez, vous gérez de plus en plus de personnes, vous êtes formés, vos chefs vous montrent l'exemple aussi. Et en même temps, vous êtes une femme, vous avez votre vie de famille, vous arrivez à concilier tout ça, vous avez 3 enfants. Et on sent que vous allez, en tout cas, vous avez l'air d'être
extrêmement épanoui dans votre métier, de faire quelque chose qui est utile et qui vous fait plaisir. Et vous avez l'air d'être reconnu pour ça. Donc, ma foi, j'ai envie de dire que ça a l'air pas mal. Vous donnez envie. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Hélène? Non, je pense que vous avez fait le tour. Écoutez, ça a été un plaisir. Merci infiniment pour votre temps avec nous ce soir. Moi, je suis super contente parce qu'on avait beaucoup de jeunes filles. Alors déjà, j'ai vu une jeune fille qui est là pour la 3e fois et qui me dit qu'elle est très motivée pour rejoindre l'armée de terre. Donc ça, c'est hyper intéressant. Vous avez pris le temps aussi d'expliquer ce que c'est d'être dans l'armée, quel caractère il faut avoir, comment ça va se passer, la différence entre militaire du rang ou sous-officier. Je pense que c'est important aussi peut-être pour aider certaines personnes qui ont un bac, qui hésitent, parce qu'il y a plusieurs voies possibles pour rejoindre l'armée de terre dans ce cadre-là. Et donc, du coup, merci et j'espère, mesdemoiselles, que ça va vous donner envie, que ça va vous montrer le chemin et que vous allez vous projeter dans le bel exemple de l'adjudant-chef Hélène qui a partagé avec vous ce soir tout son parcours, toute sa progression et tout ce qu'elle fait. Et je pense qu'il y a un truc à retenir aussi, c'est qu'en fait, on vous a présenté l'adjudant-chef Hélène ce soir, mais on aurait pu vous présenter en personnel masculin. Son parcours aurait été exactement le même. Et donc, mesdemoiselles, vous avez tout autant que ces messieurs votre place dans l'armée de terre. Donc, n'hésitez pas. Céline vous a mis le lien vers s'engager.fr si vous avez envie d'en savoir plus sur toutes les opportunités qu'offre l'armée de terre. Et puis moi, dans quelques instants, je vais vous renvoyer automatiquement vers tous les ambassadeurs et les ambassadrices de l'armée de terre que je vous invite à les contacter, à leur poser des questions pour continuer les échanges que vous avez eus ce soir avec Hélène et avoir d'autres personnes qui vont pouvoir vous partager leur parcours au sein de l'armée de terre, répondre à vos questions et vous aider pour, si vous en avez envie, pouvoir intégrer le mieux possible l'armée de terre. Voilà. C'était notre petit cadeau de Noël avant. On vous souhaite de très, très bonnes vacances à tous. Si vous êtes en partiel ou en examen, bon courage, c'est la dernière ligne droite. Très, très belle fête de fin d'année à tous. Et puis, on va se retrouver l'année prochaine, en janvier, avec de nouveaux métiers, de nouvelles personnes de l'armée de terre à vous faire découvrir pour toujours vous montrer un petit peu la diversité des métiers, des opportunités, des parcours des hommes et des femmes qui font l'armée de terre. Je vous remercie et à très bientôt. Et merci encore, Hélène, pour votre temps et votre générosité ce soir. Au revoir. Merci à vous et passez tous de bonnes fêtes.